Après 15 ans sans un mot, ils débarquent à ma villa sur la Côte d'Azur. J'ai ouvert la porte, je les ai regardés droit dans les yeux, et j'ai vu la terreur monter sur leur visage. Je m'appelle Chloé, et à 38 ans, je ne m'attendais plus à entendre cette sonnette. Pas celle-là. Pas eux. Debout dans ma villa de Saint-Tropez, une merveille d'architecture moderne estimée à plusieurs millions d'euros surplombant la Méditerranée, j'ai senti un froid glacial me parcourir l'échine. PDG d'un empire technologique que j'ai bâti à partir de rien, Vigitech, j'ai appris à maîtriser mes émotions. Mais là, j'ai figé sur place. 15 ans. 15 années d'exclusion familiale, de silence radio, de réunions de famille vues uniquement à travers les filtres parfaits des réseaux sociaux, avaient laissé des cicatrices que même ce succès insolent ne pouvait guérir. Après 15 ans sans un mot, ils ont eu le culot de débarquer devant les grilles de ma villa sur la Côte d'Azur. J'ai ouvert la porte, je les ai regardés droit dans les yeux, un par un, et j'ai vu la terreur, mêlée à une admiration cupide, monter sur leur visage quand ils ont compris que la petite fille qu'ils avaient jetée dehors était devenue une femme qu'ils ne reconnaissaient plus. Une femme qui tenait toutes les cartes en main. Avant de vous raconter chaque détail de cette journée qui a tout changé, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent, ça me fait sentir moins seule. Maintenant, revenons à cette porte. Sur l'écran de mon système de sécurité, leur visage était déformé par l'objectif grand angle, mais parfaitement reconnaissable. Mon père, Bernard, la soixantaine passée, dont la chevelure noire de jais était maintenant parsemée de gris, sa posture autrefois si droite légèrement voûtée par l'âge ou les soucis. À côté de lui, ma mère, Hélène, le visage plus ridé que dans mes souvenirs, mais portant toujours le même collier de perles, comme une armure contre le temps qui passe. Derrière eux, mon frère Antoine, l'enfant chéri, l'athlète devenu un homme d'affaires bedonnant, son arrogance naturelle tempérée par une pointe d'anxiété. Et enfin, ma sœur, Camille. Toujours impeccable, ses cheveux blonds méchés avec expertise, tenant par la main deux enfants qui me fixaient avec de grands yeux curieux. Ces enfants. Mes neveux et nièces, que je n'avais jamais rencontrés. Mon premier réflexe a été l'instinct de survie, ignorer. Les laisser attendre, griller sous le soleil de la Côte d'Azur jusqu'à ce qu'ils abandonnent et repartent vers leur vie, loin de la mienne. C'était la solution simple, la solution sûre. Mais une autre partie de moi, une curiosité morbide et puissante, a pris le dessus. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, après tant de mépris et de silence, qu'est-ce qui pouvait bien les amener ici, au seuil de ma forteresse? Avec une main qui tremblait légèrement, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Ma voix, quand elle est sortie, était neutre, presque métallique. Oui. Un instant de flottement, puis la voix de ma mère, crépitante à travers le haut-parleur. Chloé. C'est nous. C'est maman et papa. Et Antoine, et Camille. On espérait pouvoir te parler. Parler. Après 15 ans de monologues intérieurs, de conversations imaginaires où je leur disais leurs 4 vérités, ils voulaient parler. J'aurais dû dire non. J'aurais dû leur dire de faire demi-tour, de retourner dans l'oubli d'où ils venaient. Mais cette petite fille en moi, celle qui avait passé son enfance à mendier un regard, une once d'approbation, a appuyé sur le bouton qui ouvrait les lourdes grilles en fer forgé. Je me suis précipitée dans ma chambre, non pas pour me faire belle pour eux, mais pour me donner une contenance. J'ai enfilé un jean simple et un chemisier en soie, passé une brosse dans mes cheveux. Je ne voulais pas qu'ils pensent que j'avais fait un effort, mais je ne voulais pas non plus qu'ils me voient en pyjama, vulnérable, surprise par leur invasion. Quand la sonnette de la porte d'entrée a retenti, j'étais prête. Du moins, en apparence. J'ai ouvert la porte, le visage fermé, affichant une expression que j'espérais être de la simple curiosité plutôt que le chaos d'émotions qui faisait rage en moi. Ils se tenaient là, sur mon perron en marbre, leurs yeux balayant la façade imposante de la villa avec une admiration mal dissimulée. Un silence gêné s'est installé, seulement brisé par le chant des cigales. C'est ma mère qui a fait le premier pas, les bras ouverts comme pour une étreinte que je me suis empressée d'éviter en reculant d'un pas. « Chloé », a-t-elle dit, sa voix mielleuse. « Tu es resplendissante. » C'est inattendu, ai-je répondu froidement.
Alors que je les faisais entrer dans le hall immense, des souvenirs que j'avais tenté d'enterrer pendant des années ont refait surface avec une violence inouïe. Et le pire de tout, c'était sur le point de me frapper en plein visage, ravivant une blessure que je croyais cicatrisée. Leur présence dans mon salon immaculé, avec ses baies vitrées donnant sur la piscine à débordement et la mer scintillante, était une anomalie, une collision violente entre mon présent et mon passé. Pour comprendre la tension qui flottait dans l'air, il faut revenir en arrière. Pas à Paris, où j'ai connu la galère avant de réussir, mais bien plus loin, à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, où j'ai grandi en étant l'ombre de ma propre famille. De l'extérieur, nous étions la famille parfaite. Un père ingénieur respecté, une mère institutrice adorée de ses élèves, une belle maison avec un petit jardin. Nous cochions toutes les cases de la réussite bourgeoise. Mais à l'intérieur, la réalité était bien différente. J'étais la Benjamine, l'accident, celle qui était arrivée bien après les deux premiers, les vrais enfants. Antoine, mon frère, de 7 ans mon aîné, était le soleil autour duquel toute la famille tournait. Brillant en tout, les études, le sport, les relations sociales. Chaque match de rugby était un événement familial, chaque bonne note une occasion de célébrer. Mon père, Bernard, buvait ses paroles et se vantait de ses exploits auprès de ses collègues. Il était l'héritier, la fierté de la famille. Camille, ma sœur, de 5 ans ma cadette, était la princesse. Belle, gracieuse, pianiste talentueuse et capitaine de l'équipe de débat. Ma mère, Hélène, la voyait comme son prolongement, une version améliorée d'elle-même. Ses boucles blondes, son sourire éclatant, tout en elle était source d'admiration. Et puis, il y avait moi. La petite brune silencieuse, toujours un livre à la main. Mes réussites scolaires étaient accueillies avec une indifférence polie. Un 18/20 en maths? C'est normal, c'est ce qu'on attend de toi. Pas de dîner spécial, pas de félicitations exubérantes. Mes passions étaient considérées comme étranges. Pourquoi tu ne sors pas avec tes amis au lieu de rester enfermé avec tes livres? Tu vas devenir associable, me répétait ma mère. L'exemple le plus cruel de ma place dans cette famille reste mon 10e anniversaire. J'avais préparé des invitations à la main, j'avais choisi le gâteau. J'étais si excitée. Le matin même, ma mère a annoncé d'un ton neutre au petit déjeuner. On a un changement de programme. Antoine a la finale du championnat régional de rugby aujourd'hui. C'est très important, toute la famille doit être là pour le soutenir. On fêtera ton anniversaire un autre jour. Mon cœur s'est serré. Mais maman, mes amis arrivent dans 2 heures. Mon père m'a foudroyé du regard. Ne sois pas égoïste, Chloé. La famille passe avant tout. Cette phrase, la famille passe avant tout, m'a hantée pendant des années. J'ai dû appeler chaque amie, une par une, la gorge nouée, pour annuler ma propre fête. J'ai passé 3 heures dans les gradins d'un stade froid et humide, à les regarder acclamer Antoine. Personne ne m'a souhaité un joyeux anniversaire ce jour-là. Le soir, il n'y avait ni gâteau, ni cadeau. Juste les restes de la pizza qu'ils avaient commandée pour fêter la victoire de mon frère. Mais la méchanceté la plus calculée venait de Camille. Elle était experte en torture psychologique. Elle empruntait mes affaires et me les rendait abîmées, ou pas du tout. Elle organisait des soirées pyjama et s'arrangeait pour que je sois exclue, m'enfermant hors de sa chambre pendant que j'entendais les rires de ses amis. Quand je me plaignais, elle prenait un air angélique. Mais non, maman, Chloé exagère toujours, elle est trop sensible. Et il la croyait. Toujours. La pire de ces trahisons, celle qui m'a fait comprendre qu'elle était capable de tout pour me maintenir dans l'ombre, a eu lieu l'année de mes 16 ans. J'étais une élève brillante, particulièrement en sciences. J'avais passé des mois à travailler sur un projet pour un concours national, dont le premier prix était une bourse pour un prestigieux camp d'été scientifique en Suisse. C'était mon rêve, ma porte de sortie. J'ai été sélectionnée. J'attendais la lettre officielle avec une impatience fébrile. Elle n'est jamais arrivée. J'étais dévastée, convaincue d'avoir échoué à la dernière étape. Des mois plus tard, en cherchant un pull dans l'armoire de Camille, j'ai trouvé une enveloppe froissée cachée au fond. C'était ma lettre d'acceptation. Elle l'avait interceptée dans la boîte aux lettres et l'avait cachée. Le délai pour répondre était passé depuis longtemps. Quand je l'ai confrontée, en larmes,
la lettre à la main, elle m'a regardé avec un petit sourire en coin. Oh, ça? J'avais oublié. De toute façon, tu n'y serais pas allée. C'est trop loin, et puis, qu'est-ce que tu aurais fait là-bas toute seule? Je t'ai rendu service. Elle n'a jamais été punie pour ça. Cette trahison m'a appris une leçon cruelle sur ma propre sœur. Mais je ne savais pas encore que la plus grande trahison de toutes, celle qui allait redéfinir toute ma vie, ne venait pas d'elle, mais de mes propres parents, et elle attendait son heure pour exploser. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, qui a fait voler en éclats le peu d'illusions qu'il me restait, est arrivée le jour le plus triste de ma jeune vie d'adulte. J'avais 23 ans. Fraîchement diplômée d'une des plus grandes écoles de commerce de France, j'avais décroché un premier poste prometteur à Paris. Je commençais à peine à croire que je pourrais peut-être, enfin, gagner leur respect par ma réussite. C'est alors que le téléphone a sonné. Ma grand-mère Madeleine, la mère de ma mère, était décédée d'une crise cardiaque. Foudroyant. Inattendu. J'étais anéantie. Grand-mère Madeleine était mon seul refuge, la seule personne de cette famille qui m'ait jamais vraiment vue. C'est elle qui m'offrait des livres, qui assistait à mes remises de prix quand mes parents étaient trop occupés. C'est elle qui me disait, « Toi, ma petite Chloé, tu as une lumière spéciale en toi. Ne laisse jamais personne l'éteindre. » Et elle était partie. J'ai pris le premier train pour Lyon, le cœur en miettes. Les funérailles ont été une épreuve. Je me sentais comme une étrangère au milieu de ma propre famille. Pendant que mes parents, mon frère et ma sœur formaient un bloc uni, recevant les condoléances, je suis restée seule, assise au premier rang, personne ne venant vérifier si j'allais bien, alors qu'ils savaient à quel point j'étais proche de ma grand-mère. L'après-midi, nous nous sommes tous réunis dans la maison familiale pour la lecture du testament. L'atmosphère était lourde, pas seulement de chagrin, mais aussi d'une attente palpable. Je me suis assise en retrait, feuilletant un vieil album photo, essayant de me raccrocher aux souvenirs heureux avec Madeleine. Le notaire a commencé sa lecture. La plupart des biens ont été distribués sans surprise. La maison pour ma mère, la voiture pour Antoine, les bijoux pour Camille. Puis, le notaire a marqué une pause avant de lire un paragraphe spécial. À ma petite fille bien-aimée, Chloé. A-t-il lu, je lègue la bague en rubis de mon arrière-grand-mère, ainsi que la somme de 5 000 €. Tu as toujours été spéciale pour moi, ma chérie, et je sais que tu accompliras de grandes choses. N'oublie jamais ta valeur. Un silence glacial est tombé dans la pièce. Puis, ma mère a laissé échapper un petit rire méprisant. 5 000 € et sa vieille bague. C'est tout. J'étais abasourdie par sa réaction. Je ne m'attendais à rien, et ce geste de ma grand-mère me touchait au plus profond de mon être. La bague n'avait pas une grande valeur marchande, mais elle symbolisait l'amour et la lignée, un lien que je chérissais. Le visage de mon père était devenu rouge brique. C'est scandaleux, a-t-il fulminé. Madeleine a toujours eu une préférence inexplicable pour Chloé. Inexplicable, ai-je répété, ma voix tremblante mais ferme, trouvant soudainement le courage de répondre. Peut-être simplement parce qu'elle était la seule dans cette fichue famille à me montrer un peu de gentillesse. C'est là que tout a explosé. Des années de ressentiment, de secrets et de frustration ont déferlé. « Tu veux parler de gentillesse ?» a hurlé mon père en se levant, sa grande taille me dominant. « Nous t'avons accueilli alors que personne d'autre ne voulait de toi. Nous t'avons donné un foyer, une éducation, des opportunités dont la plupart des enfants ne peuvent que rêver. Et voilà comment tu nous remercies ? » J'étais perdue. Accueilli ? De quoi parlez-vous ? Ma mère lui a lancé un regard d'avertissement, mais il était trop tard. La vanne était ouverte. « Tu n'es même pas notre fille » a-t-il craché, les mots comme du venin. « Nous t'avons adoptée quand tu avais 2 ans. Ta mère, une de nos amies d'université, est morte dans un accident de voiture. Pas de père à l'horizon, pas d'autre famille. Alors on l'a fait, par pure bonté d'âme. Le monde s'est mis à tourner. Adopter. Ce n'était pas possible. J'ai regardé ma mère, la suppliant silencieusement de nier, de dire que c'était une blague horrible. Au lieu de ça, elle a soupiré. On allait te le dire quand tu serais plus grande, mais ce n'était jamais le bon moment. 23 ans, et jamais le bon moment pour me dire la vérité sur ma propre identité.
Soudain, tout prenait un sens terrible. Le sentiment de ne pas être à ma place, d'être différente. Donc, tout le monde était au courant, sauf moi, ai-je murmuré. Camille a haussé les épaules avec une indifférence cruelle. La plupart de la famille, oui. Ce n'était pas vraiment un secret. On n'en parlait pas, c'est tout. Pas un secret. Sauf pour moi. J'ai eu la nausée. Antoine, ignorant mon état de choc, s'est tourné vers le notaire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que grand-mère a laissé la bague à Chloé? Elle devrait rester dans la famille. La vraie famille, celle du sang. Ces mots, la famille du sang, ont été le coup de grâce. Le notaire, visiblement mal à l'aise, a répondu, Madame Madeleine a spécifiquement écrit dans une lettre jointe que, je cite, la vraie famille est une question d'amour, pas de sang. Mon père est entré dans une nouvelle colère. Cette vieille femme a toujours essayé de saper notre autorité, de remplir la tête de Chloé avec des bêtises, de lui faire croire qu'elle était spéciale. Et quelle est ma place, alors, ai-je demandé, ma voix montant d'un cran. Tu devrais être reconnaissante qu'on t'ait recueillie, a lancé Camille. C'en était trop. J'ai regardé leur visage, dur et froid. Personne n'a pris ma défense. Dans ce silence assourdissant, j'ai pris ma décision. Très bien, ai-je dit calmement. Je m'en vais. J'ai pris mon sac, et avant de partir, je leur ai posé une dernière question. Est-ce que vous m'avez aimé? Ne serait-ce qu'un tout petit peu? Ou est-ce que j'ai juste été un cas de charité que vous avez regretté toute votre vie? Leur silence a été la seule réponse dont j'avais besoin. En franchissant cette porte pour la dernière fois, j'étais brisée. Mais au fond de cette douleur, une nouvelle force est née, la détermination de construire une vie si brillante qu'elle les aveuglerait un jour. Je n'imaginais pas à quel point ce serment allait se réaliser, ni les épreuves encore plus grandes qui m'attendaient sur ce chemin. Quitter la maison de Lyon, ce jour-là, c'était comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. J'avais 5 000 € en poche, une bague en rubis au doigt, et un trou béant à la place du cœur. Ma destination était une évidence, Paris. Assez loin pour être anonyme, assez grande pour offrir des opportunités. La réalité a été un choc brutal. L'argent a fondu comme neige au soleil entre la caution et le premier loyer d'une « chambre de bonne » de 9 mètres carrés sous les toits de Paris. Une petite lucarne donnait sur un mur gris, les toilettes étaient sur le palier, et la douche était une cabine exiguë installée à côté de la kitchenette. C'était à des années-lumière du confort bourgeois de Lyon, mais c'était à moi. C'était ma liberté. J'ai trouvé un travail alimentaire dans un centre d'appel pour un fournisseur d'accès à Internet. Le salaire était misérable, le travail abrutissant. Je passais mes journées à calmer des clients frustrés, à réciter des scripts, bien loin de mes compétences et de mon diplôme. Mais je m'accrochais. Chaque euro économisé était une brique de plus dans le mur que je construisais entre mon passé et moi. Je vivais de pâtes et de sandwichs, je marchais des kilomètres pour économiser le ticket de métro, je coupais mes cheveux moi-même. Les nuits, au lieu de dormir, je travaillais. Je suivais des cours en ligne gratuits sur le développement web, la cybersécurité. Je passais des heures à coder dans ma petite chambre, la lumière de l'écran illuminant mon visage fatigué. C'était ma seule évasion, mon seul investissement pour l'avenir. Un soir, environ 6 mois après mon arrivée, l'humiliation la plus profonde est venue me frapper. J'ai appris par un ancien camarade de promo qu'Antoine, mon frère, était à Paris pour une conférence et séjournait dans un palace, le Georges V. Une impulsion stupide, un dernier vestige d'espoir ridicule, m'a poussé à l'appeler. Je ne demandais rien, juste un café, pour voir s'il était possible de renouer un lien, loin de l'influence de nos parents. À ma grande surprise, il a accepté. Retrouve-moi dans le lobby à 19 h, a-t-il dit d'un ton pressé. J'ai mis ma meilleure tenue, un pantalon noir et un chemisier propre mais usé. Je me sentais terriblement mal à l'aise en entrant dans le luxe ostentatoire de l'hôtel. Je l'ai aperçu, debout près du bar avec un groupe d'hommes en costume coûteux. Il riait, un verre de champagne à la main. Je me suis approchée timidement. Antoine? Il s'est tourné vers moi. Son sourire s'est effacé. Il m'a regardé de haut en bas, son regard s'attardant sur mes chaussures fatiguées. Puis, assez fort pour que ses collègues entendent, il a dit avec un air de dégoût à peine voilé, «
excusez-moi, je pense que vous faites erreur. Je ne vous connais pas, puis il m'a tourné le dos, retournant à sa conversation comme si de rien n'était, me laissant planter là, le visage en feu, le cœur en 1000 morceaux. Je suis sorti de l'hôtel en courant, aveuglé par les larmes et la honte. Franchement, à ce moment-là, j'étais au plus bas. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous abandonné ou est-ce que cette humiliation vous aurait donné la rage de vaincre? Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais en me réveillant, la tristesse avait laissé place à une rage froide. C'était fini. Fini l'espoir, fini la recherche d'approbation. Il ne me briserait pas. Cette humiliation n'était pas une fin, mais un commencement. Quelques semaines plus tard, j'ai utilisé mes dernières économies pour m'inscrire à un séminaire sur les nouvelles menaces en cybersécurité. La conférencière principale était la professeure Isabelle Renaud, une sommité dans le domaine, une femme brillante et respectée. À la fin de sa présentation, j'ai rassemblé tout mon courage et je l'ai approchée. Je lui ai posé une question très technique sur un protocole de cryptage. Elle a été surprise par la pertinence de ma question. Nous avons discuté pendant près de 20 minutes. Elle a vu au-delà de mes vêtements bon marché et de ma timidité. Elle a vu mon intelligence et ma passion. Vous avez un esprit vif, jeune femme, m'a-t-elle dit. Ne le gaspillez pas dans un centre d'appel. Cette rencontre a été la première lueur d'espoir. Isabelle est devenue ma mentor officieuse. Elle m'a encouragée, m'a guidée vers des ressources, m'a ouvert les portes d'un monde que je pensais inaccessible. Elle m'a parlé d'un hackathon organisé par son université, l'école polytechnique. Vous devriez y participer, m'a-t-elle dit. C'est l'occasion de montrer ce que vous valez. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Cette décision, prise dans le désespoir et la détermination, était sur le point de changer le cours de ma vie pour toujours, et de me mettre sur la voie d'une revanche que je n'aurais jamais cru possible. Le hackathon de l'école polytechnique a été un tournant décisif. Pendant 48 heures non-stop, j'ai travaillé avec une équipe de 3 autres développeurs que je ne connaissais pas. L'énergie était électrique, une compétition d'esprit brillant nourrie au café et à la pizza froide. Nous nous sommes attaqués à une faille de sécurité majeure dans une application bancaire populaire. Et c'est là que ma façon de penser, toujours à chercher les angles morts, les faiblesses, a fait la différence. J'ai identifié une vulnérabilité que personne n'avait vue. Nous n'avons pas gagné le premier prix, mais nous avons terminé 3e. Plus important encore, notre solution a attiré l'attention du jury, composé de grands noms de la tech française. L'un d'eux, un homme charismatique et vif d'esprit nommé Marc Dubois, un capital risqueur connu pour son flair, est venu nous voir après la cérémonie. Il a posé des questions précises, ses yeux analysant chaque membre de l'équipe. Quand il s'est adressé à moi, il a dit, « C'était votre idée, la faille comportementale, n'est-ce pas? C'est brillant. » Je lui ai expliqué mon raisonnement. Il a hoché la tête, un petit sourire en coin. « Vous avez une vision intéressante. Gardez mon contact. Montrez-moi un prototype quand vous aurez quelque chose de concret. » Il m'a tendu sa carte de visite et est parti. Cette carte est devenue mon talisman. Sous la tutelle bienveillante d'Isabelle Renaud, j'ai commencé à développer mon idée, un nouveau système de sécurité basé non pas sur des mots de passe, mais sur l'analyse comportementale de l'utilisateur, la façon de taper au clavier, de bouger la souris, de tenir son téléphone. Un système presque impossible à pirater. J'ai passé les 8 mois suivants à transformer ce concept en un business plan solide. J'ai contacté des investisseurs. Et j'ai fait face à un mur de refus. 27. 27, non. Vous êtes trop jeune. Vous n'avez pas d'expérience en gestion. Le concept est bon, mais revenez nous voir avec une équipe. Chaque refus était une nouvelle claque, un écho des rejets de mon passé. Mais cette fois, quelque chose était différent. La rage née de l'humiliation infligée par mon frère était devenue mon carburant. Je ne les laisserai pas avoir le dernier mot. Pour survivre, j'ai dû prendre un deuxième travail. Ironiquement, j'ai été embauchée comme serveuse dans un bar chic de la Défense, le quartier des affaires. Je passais mes journées au centre d'appel, mes nuits à coder, et mes week-ends à servir des cocktails hors de prix à des entrepreneurs et des financiers qui vivaient la vie que j'aspirais à avoir. C'était épuisant, surréaliste, mais cela payait le loyer.
Et puis un soir, alors que je nettoyais le comptoir après la fermeture, un client attardé m'a interpellé. C'était Marc Dubois. Il était assis seul à une table, un verre de whisky à la main. Il m'avait reconnu. La jeune prodige du hackathon, a-t-il dit avec un sourire. Je me demandais ce que vous deveniez. Je lui ai raconté mon parcours, les refus, ma détermination. Je lui ai parlé de ma vision avec une passion qui a dû le surprendre. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment, en faisant tourner la glace dans son verre. Puis il a levé les yeux vers moi. J'investis dans les gens, Chloé, pas seulement dans les idées. Et vous, vous avez la niaque. J'ai vu des dizaines de diplômés brillants abandonnés après 2 ou 3 refus. Vous en avez essuyé 27 et vous servez des verres pour continuer à vous battre. C'est ça que je recherche. Il a sorti un carnet et un stylo. Combien vous faut-il pour un prototype fonctionnel? J'ai failli m'étouffer. J'ai articulé un chiffre qui me paraissait astronomique, 200 000 €. Il n'a pas sourcillé. Envoyez-moi le business plan mis à jour demain matin. Si tout est en ordre, vous aurez les fonds la semaine prochaine. Et quittez-moi ce travail. Votre temps est plus précieux à coder qu'à servir des mojitos. Cette nuit-là, en rentrant dans ma petite chambre, je n'ai pas pleuré. J'ai ri. Un rire de soulagement, de triomphe et d'incrédulité. La roue commençait enfin à tourner. Vigitech, mon entreprise, mon bébé, était officiellement né. Ces 200 000 € n'étaient pas seulement de l'argent. C'était la validation. C'était la preuve que quelqu'un, quelque part, croyait en moi. Mais le chemin pour transformer cette somme en un empire était plus difficile et plus solitaire que je n'aurais jamais pu l'imaginer, et les fantômes de mon passé n'avaient pas dit leur dernier mot. Les 2 années qui ont suivi l'investissement de Marc ont été un tourbillon. J'ai quitté mon centre d'appel et mon job de serveuse pour me consacrer corps et âme à Vigitech. J'ai loué un petit bureau dans un incubateur de startups, et j'ai travaillé 16 à 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Le sommeil était un luxe, les repas une nécessité vite expédiée. Mon monde se résumait à des lignes de code, des tests de sécurité et des litres de café. Il y a eu des moments de doute immense. Des bugs que je n'arrivais pas à résoudre, des protocoles qui échouaient. Dans ces moments-là, je regardais la bague de ma grand-mère à mon doigt. Je me souvenais de ces mots, « Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière ». Et je me remettais au travail. Après 8 mois de développement acharné, j'avais un prototype. Il était brut, mais il fonctionnait. Il démontrait la puissance de mon concept d'authentification comportementale. Marc Dubois a organisé une démonstration devant un parterre d'investisseurs plus important. Cette fois, ils ont été impressionnés. Les refus se sont transformés en offres. J'ai levé 3 millions d'euros. Avec ce nouveau capital, Vigitech a explosé. J'ai embauché mes premiers salariés, des développeurs brillants, des ingénieurs passionnés. J'ai quitté le petit bureau pour un étage entier dans une tour de la Défense. Je veillais à créer une culture d'entreprise basée sur le respect et la reconnaissance. Chaque succès était célébré, chaque contribution valorisée. Je construisais plus qu'une entreprise, je créais la famille que je n'avais jamais eue, une famille basée sur le mérite et le soutien mutuel. Le lancement de notre premier produit commercial a dépassé toutes nos attentes. La presse spécialisée nous a qualifiés de « révolutionnaires ». En moins d'1 an, nous avons signé des contrats de licence avec 2 entreprises du CAC 40. Notre technologie était en train de devenir un nouveau standard de sécurité. Le succès professionnel a entraîné des changements dans ma vie personnelle. J'ai quitté ma chambre de bonne pour un magnifique appartement avec vue sur la Seine. J'ai troqué mes vêtements usés pour des tailleurs de créateurs. Ce n'était pas de la vanité, mais une nécessité. J'apprenais que dans le monde des affaires, l'apparence compte. Pour être prise au sérieux, je devais avoir l'air d'une dirigeante. 3 ans après sa création, Vigitech était valorisé à plus de 100 millions d'euros. J'étais devenu riche. Riche au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai alors pris une décision symbolique. J'ai acheté une villa à Saint-Tropez. Pas seulement une maison de vacances, mais un sanctuaire. Un endroit de paix, de beauté, loin du gris de Paris et des fantômes de Lyon.
J'y ai fait construire une immense bibliothèque, réalisant mon rêve d'enfant. J'ai engagé un paysagiste pour créer un jardin méditerranéen luxuriant, et dans un coin tranquille, j'ai fait installer un banc en marbre gravé au nom de ma grand-mère, pour Madeleine, mon étoile. Mais au milieu de tout ce succès, la solitude restait une compagne fidèle. Je rentrais le soir dans ma villa magnifique mais vide. Mes amis se résumaient à Isabelle, ma mentor, et Marc, mon investisseur devenu un ami. Je n'osais pas laisser les gens s'approcher trop près, de peur d'être blessé à nouveau. Parfois, la nuit, la curiosité l'emportait et je regardais les profils de ma famille sur les réseaux sociaux. Je les voyais sur des photos de Noël, de vacances au ski, de baptême. Ils souriaient, l'air heureux. Sur une photo de groupe prise lors des 60 ans de mon père, Camille avait écrit en légende, tellement heureuse d'avoir toute la famille réunie pour célébrer papa. Toute la famille. Sauf moi. Chaque photo était un coup de poignard, un rappel que pour eux, je n'existais tout simplement plus. 10 ans après la création de Vigitech, j'ai introduit l'entreprise en bourse. L'opération a été un triomphe. Du jour au lendemain, sur le papier, je suis devenu milliardaire. Mon visage était en couverture des magazines économiques. Si ma famille a vu ces articles, ils n'ont jamais cherché à me contacter. Leur silence était à la fois un soulagement et une blessure qui ne se refermait pas. J'avais tout ce dont on pouvait rêver, l'argent, le succès, le respect de mes pairs. Mais il y avait toujours un vide, une question lancinante qui me hantait dans le silence de mes nuits. Et un matin ensoleillé, 15 ans après mon exil, la réponse à cette question a sonné à ma porte, apportant avec elle une confrontation que j'attendais et redoutais à la fois. Le récit nous ramène au présent, à ce dimanche matin où le carillon de la grille a brisé le chant des cigales et la quiétude de ma villa. Après les avoir fait entrer, je les ai conduits au grand salon. Le silence était palpable, lourd de 15 années de non-dit. Ils semblaient intimidés, presque effrayés par l'opulence des lieux. Mon père n'osait pas s'asseoir sur les canapés en cuir italien, ma mère regardait les œuvres d'art au mur avec des yeux ronds, et Camille essayait de masquer sa jalousie derrière un air dédaigneux. C'est impressionnant, ce que tu as accompli, a finalement lâché Antoine, le premier à briser la glace, sa voix manquant cruellement de sincérité. J'ai eu de la chance, ai-je répondu d'un ton neutre, tout en leur servant du café dans des tasses en porcelaine fine. Un petit plaisir mesquin que je ne me suis pas refusé. La conversation a commencé, maladroite. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, des questions vagues dont ils connaissaient probablement déjà les réponses en lisant les magazines. Je répondais par des phrases courtes, polies, sans rien leur donner de personnel. Puis, le vernis a commencé à craquer. C'est mon père qui a pris la parole, le regard fuyant, sa tasse de café tremblant dans ses mains. Chloé, nous ne sommes pas seulement venus pour renouer le contact. Même si, bien sûr, nous l'espérons. Nous sommes venus parce que, eh bien, nous avons des problèmes. Et voilà. La raison de leur venue. Pas le remords, pas l'amour retrouvé. Les problèmes. Il m'a expliqué que son entreprise d'ingénierie, celle qui avait fait sa fierté toute sa vie, avait fait faillite 1 an auparavant. Il s'était entêté à utiliser des méthodes dépassées, refusant de s'adapter aux nouvelles technologies. Le monde a changé trop vite, a-t-il murmuré, comme pour se dédouaner. À son âge, il ne trouvait plus de travail. Ils avaient dû vendre la maison de Lyon et vivaient maintenant dans un petit appartement en location. Puis ce fut au tour d'Antoine. Le Golden Boy. Il avait perdu son poste de cadre supérieur dans une grande entreprise technologique lors d'une vague de licenciements 6 mois plus tôt. Il était, selon ses propres mots, trop cher et dépassé. Sa femme l'avait quitté, et le divorce lui coûtait une fortune. Il vivotait de missions de consultant, mais ce n'était pas stable. Enfin, Camille. Sa voix était un murmure plaintif. Son mari, un riche avocat, l'avait quitté pour sa jeune assistante. Un cliché pathétique. Il avait gelé leur compte commun, et la bataille juridique pour la pension alimentaire et la garde des enfants s'annonçait longue et coûteuse. Elle était au bord du gouffre financier. Je les ai regardés, un par un. Le père arrogant, maintenant un homme brisé par son propre orgueil. Le frère triomphant, devenu un raté de la quarantaine. La sœur méprisante, transformée en femme divorcée et désespérée.
Il n'y avait aucune satisfaction dans mon cœur. Juste un vide immense et une tristesse infinie pour le gâchis de leur vie. C'est Hélène, ma mère, qui a porté le coup de grâce. Elle a posé sa main sur la mienne, un contact que j'ai immédiatement repoussé, et a dit avec des larmes dans la voix, « On s'est dit que, peut-être, tu pourrais nous aider. Tu as tellement réussi. Pour nous, c'est une question de survie. » Mon père a renchéri, retrouvant un peu de son ancienne autorité. Nous avons un plan. Nous voudrions relancer une affaire familiale. Quelque chose de moderne. Antoine a des idées, j'ai l'expérience. Un prêt de ta part, disons, 2 millions d'euros, nous permettrait de repartir sur de bonnes bases. Camille a ajouté, le regard brillant de cupidité, et peut-être que tu pourrais nous allouer quelque part de Vigitech. Juste un petit pourcentage. Pour assurer l'avenir des enfants. Après tout, c'est la famille, non? On devrait garder tout ça, en famille. Le mot. Le mot qu'il n'avait aucun droit de prononcer. Famille. La nausée m'est montée à la gorge. Le culot. L'arrogance de venir ici, après 15 ans de mépris, non pas pour s'excuser, mais pour me présenter une facture. Je les ai écoutés sans dire un mot, mon cœur battant à tout rompre. Ils ont pris mon silence pour de la considération, pour une possible acceptation. Ils ne pouvaient pas être plus loin de la vérité. À cet instant, j'ai su exactement ce que j'allais faire, chaque étape, chaque mot. Le spectacle, que j'avais répété dans ma tête pendant des années, allait enfin commencer. Je me suis levée lentement, avec un calme qui semblait les déconcerter. « Servez-vous encore un peu de café ?» ai-je dit, ma voix douce comme de la soie. Il vient d'une petite coopérative en Colombie, je suis allée visiter les plantations l'année dernière. C'est fascinant. Je voyais dans leurs yeux les rouages de leurs esprits qui tournaient, recalculant l'étendue de ma fortune. Bien. C'était exactement l'effet que je recherchais. Je suis sortie de la pièce un instant et je suis revenue avec 2 objets, un grand album photo relié en cuir noir et mon ordinateur portable. Je les ai posés sur la table basse en verre, juste entre leurs tasses de café et leurs espoirs cupides. Je me suis rassise, croisant les jambes, adoptant la même posture que lors de mes conseils d'administration, celle qui signifie « c'est moi qui contrôle la situation ». Avant de discuter de tout arrangement financier, ai-je commencé, ma voix toujours aussi posée, je pense que nous devrions nous rattraper sur les 15 dernières années. Après tout, comme tu l'as si bien dit, Camille, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Leurs visages se sont éclairés d'un soulagement prudent. Ils pensaient que j'ouvrais la porte à la réconciliation. Quelle erreur! J'ai ouvert l'album. La première page n'était pas une photo, mais une capture d'écran de haute qualité d'une publication Facebook. On y voyait toute la famille attablée pour le dîner de Thanksgiving, 3 mois seulement après qu'il m'ait jeté dehors. La légende, écrite par ma mère, disait « Reconnaissante pour ma merveilleuse famille, aujourd'hui et toujours. » C'était votre premier Thanksgiving sans moi, ai-je commenté, comme si je parlais de la météo. Oncle Michel et tante Sylvie étaient là, je vois. Même la cousine Jessica avait fait le déplacement depuis le Canada. Vous aviez l'air si heureux. Je tournai la page. Une autre capture d'écran. Noël de la même année. Toute la famille devant un immense sapin, sourire forcé et pull de Noël assorti. La légende de Camille, rien de mieux que d'avoir toute la famille réunie pour les fêtes. Toute la famille, ai-je répété doucement. J'aime bien cet adjectif, toute. Il est si, définitif. Page après page, j'ai déroulé le fil de leur vie sans moi. Les anniversaires, les diplômes, le mariage d'Antoine, les naissances des enfants de Camille, les anniversaires de mariage de mes parents. Chaque événement joyeux, chaque rassemblement, documenté et immortalisé sur les réseaux sociaux, avec toujours ces légendes pleines d'un amour familial dont j'étais systématiquement et intentionnellement exclue. Le malaise s'installait dans la pièce. Les sourires avaient disparu de leurs visages. « Pourquoi tu as gardé tout ça ?» a balbutié Camille, sa voix soudainement stridente. J'ai eu un petit sourire. Connaître son adversaire, Camille. Un principe de base en sécurité informatique. C'est la leçon la plus utile que papa m'ait jamais apprise, sans le savoir. J'ai fermé l'album avec un bruit sec. Passons maintenant à des choses plus personnelles.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai tourné vers eux. Sur l'écran, un email s'affichait en grand. Un email que mon père m'avait envoyé il y a 12 ans. J'ai commencé à le lire à voix haute, ma voix claire et sans émotion. Chloé, je dois insister pour que tu cesses toute tentative de contacter les membres de la famille. Ta mère a été très contrariée par ta carte de Noël. Nous avons avancé dans nos vies et nous attendons de toi que tu respectes notre vie privée. Cordialement, Bernard. J'ai levé les yeux vers mon père. C'était en réponse à la seule et unique carte de Noël que je voulais envoyer après mon départ. Une simple carte, avec écrit « Joyeuses fêtes ». Pas de demande, pas d'accusation. Juste une carte. Et voici ta réponse. Mon père fixait ses mains, incapable de croiser mon regard. Pour la première fois de sa vie, il semblait avoir honte. Et ceci, ai-je continué, faisant défiler l'écran, est un message que Camille a envoyé à une amie, mais elle a fait une erreur et m'a mise en copie. Il y a 3 ans. J'ai lu, en articulant chaque mot. PFF, encore vu un article sur ma « génie de sœur ». Maman n'a parlé que de ça toute la journée. Comme si être riche excusait le fait d'avoir été une gamine tellement bizarre. Franchement, il y en a qui ont de la chance, même en étant complètement inadaptés socialement. Le silence dans la pièce était assourdissant. Vous auriez pu entendre une mouche voler. Leur visage, autrefois si arrogant, était maintenant livide. Mais je n'avais pas encore terminé. Le coup de grâce était encore à venir, une dernière pièce du puzzle de leur cruauté qu'ils pensaient que j'avais oubliée. J'ai fermé l'ordinateur portable, le silence pesant dans la pièce luxueuse. J'ai laissé mes mots infuser, les laissant démolir la façade de fausse bienveillance qu'ils avaient tenté de construire depuis leur arrivée. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à l'immense baille vitrée, tournant le dos à leur visage défait pour regarder le bleu infini de la Méditerranée. Pendant 15 ans, ai-je commencé, ma voix résonnant contre le verre, vous avez vécu comme si je n'existais pas. Vous avez célébré, vous vous êtes soutenu, vous avez été une famille. Sans moi. C'était votre choix. Un choix que vous avez réaffirmé chaque jour, à chaque fête, à chaque occasion manquée de prendre un téléphone. Je me suis retournée pour leur faire face. Leurs expressions étaient un mélange de honte, de colère et de panique. Et maintenant, vous débarquez ici. Dans ma maison. Celle que j'ai bâtie. Dans la vie que j'ai créée. Sans votre aide, sans votre soutien, sans même un mot d'encouragement. Et vous osez me parler de famille. Vous osez me demander de l'argent. Vous osez me demander une partie de ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. J'ai fait une pause, les regardant droit dans les yeux, un par un. Laissez-moi être parfaitement clair. Je n'ai pas besoin de parents qui ne se souviennent de mon existence que lorsque mon nom apparaît dans les magazines économiques. Je n'ai pas besoin d'un frère qui m'humilie en public puis vient me demander de l'aide. Et je n'ai certainement pas besoin d'une sœur qui se moque de moi dans mon dos tout en espérant que je finance son style de vie. J'ai marqué une nouvelle pause, puis j'ai porté le coup final, celui que je gardais en réserve depuis 22 ans. Tu te souviens de cette bourse pour la Suisse, Camille, ai-je demandé, ma voix soudainement douce et dangereuse. Celle dont la lettre d'acceptation n'est jamais arrivée? Je l'ai retrouvée, tu sais. Des années plus tard. Tu as volé mon rêve, ce jour-là. Tu as décidé que je ne méritais pas cette chance. Le visage de Camille est devenu blanc comme un linge. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Puis je me suis tournée vers Antoine. Et toi, Antoine? Tu te souviens de ce café au Georges V? Tu te souviens m'avoir regardé comme si j'étais une moins que rien et avoir prétendu ne pas me connaître devant tes amis si importants? Ce jour-là, tu as piétiné le peu de fierté qu'il me restait. Antoine a baissé la tête, fixant le tapis perçant hors de prix comme si sa vie en dépendait. Ma mère pleurait silencieusement. Chloé, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs. Nous sommes désolés. Êtes-vous désolé pour ce que vous avez fait, ai-je demandé, ma voix tranchante. Ou êtes-vous simplement désolé que je sois devenue riche sans vous, et que vous ayez besoin de moi maintenant? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Son silence fut sa réponse. Je ne vous donnerai pas un centime pour vos projets ratés, ai-je affirmé. Je ne vous donnerai pas une seule action de mon entreprise. Vous n'aurez rien de moi.
La panique s'est peinte sur leur visage. C'était la fin. Ils avaient tout perdu. Cependant, ai-je ajouté, et leurs têtes se sont relevées d'un coup, un éclair d'espoir dans leurs yeux. Je me suis tournée vers les deux enfants, Léo et Manon, qui s'étaient blottis contre leur mère, effrayés par la tension. Les enfants ne devraient jamais payer pour les péchés de leurs parents. Je me suis adressée directement à Camille. Je vais créer un fonds fiduciaire pour l'éducation de Léo et Manon. Il couvrira l'intégralité de leurs études supérieures, où qu'ils choisissent d'aller. L'argent sera géré par mes avocats et ne sera débloqué que pour des frais de scolarité. Tu n'y auras jamais accès. Camille m'a regardé, un mélange complexe de soulagement, de déception et d'orgueil blessé sur le visage. Je me suis redressée, le signal que la réunion était terminée. C'est mon offre finale. Prenez-la ou laissez-la. Maintenant, je pense qu'il est temps pour vous de partir. Je les ai raccompagnés jusqu'à la porte dans un silence de mort. Alors qu'ils franchissaient le seuil, mon père, l'homme qui m'avait renié, s'est retourné. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-il commencé, sa voix rauque. Vous avez fait le minimum légal, les jeux coupés. Et vous vous êtes assuré que je sache chaque jour que j'étais une obligation, pas un choix d'amour. La porte s'est refermée sur mon passé. Seul dans mon grand hall, les larmes que j'avais retenues si longtemps ont finalement coulé. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, le début d'un nouveau chapitre où je serais enfin libre de leur chaîne. Le bruit de leur voiture s'éloignant sur l'allée de gravier a été le son le plus doux que j'ai entendu de toute la journée. Je suis resté appuyé contre la lourde porte en bois, laissant enfin échapper le souffle que je retenais. Le poids de 15 années de colère, de chagrin et de ressentiment semblait s'être évaporé, laissant place à un vide immense, mais paisible. Mon premier réflexe a été de prendre mon téléphone et de composer un numéro. Celui d'Isabelle, ma mentor, mon amie, la première personne qui avait cru en moi. Isabelle? C'est Chloé. Est-ce que tu peux venir? Ils sont partis. Et, j'ai besoin d'une amie. 30 minutes plus tard, elle était là. Elle m'a trouvée dans le jardin, assise sur le banc dédié à ma grand-mère, tournant distraitement la bague en rubis à mon doigt. Je lui ai tout raconté, sans filtre, de leur arrivée à leur départ humilié. Elle m'a écouté sans un mot, me tendant simplement la main. Quand j'ai eu fini, elle a dit doucement, « Tu as été incroyablement courageuse, Chloé. Pas seulement aujourd'hui. Pendant toutes ces années. Tu as transformé leur poison en ton antidote. La chose la plus étrange, ai-je avoué, c'est que pendant des années, j'ai fantasmé ce moment. Je voulais qu'ils regrettent, qu'ils me voient et qu'ils souffrent. Mais maintenant que c'est arrivé, je ne ressens aucune joie. Juste, du vide. » Isabelle a hoché la tête, son regard plein de sagesse. C'est parce que tu as enfin compris que leur approbation n'a jamais été le vrai prix. Le vrai prix, c'était ta propre paix intérieure. Et aujourd'hui, tu l'as gagnée. Ces mots ont résonné en moi avec une vérité éclatante. Leur incapacité à m'aimer était leur échec, leur vide, pas le mien. Aucune somme d'argent, aucune réussite ne pourrait jamais combler ce qui était brisé en eux. Et ce n'était plus mon problème. Dans les semaines qui ont suivi, une nouvelle clarté s'est installée en moi. La dernière lueur d'espoir, celle qu'un jour nous pourrions être une vraie famille, s'était définitivement éteinte. Et cette perte, au lieu de m'attrister, m'a libérée. J'ai réalisé que j'avais passé des années à construire une forteresse autour de mon cœur pour me protéger d'eux, mais cette forteresse m'empêchait aussi de laisser entrer les bonnes personnes. J'ai pris une décision qui allait donner un nouveau sens à mon parcours. J'ai contacté mes avocats et j'ai créé la Fondation Madeleine Grèce. J'y ai injecté un capital de départ de 50 millions d'euros. Sa mission, soutenir les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, en particulier ceux qui, comme moi, se sentaient perdus et non désirés. La Fondation offrirait non seulement des bourses d'études, mais aussi un soutien psychologique et des programmes de mentorat. Je voulais utiliser l'héritage de leur rejet pour construire un refuge pour d'autres. Mon avocate a bien sûr contacté Camille pour mettre en place le fonds pour ses enfants. Elle a accepté par un email court et froid. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un pont, non pas vers elle, mais vers la génération suivante. Une chance de briser le cycle.
J'ai aussi fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, j'ai rejoint un groupe de parole pour adultes ayant vécu une rupture familiale. M'asseoir en cercle avec des inconnus et entendre des histoires qui faisaient écho à la mienne a été une expérience profondément guérisseuse. Pour la première fois, je n'étais pas seule. C'est là que j'ai entendu une phrase qui est devenue mon mantra: la famille, ce n'est pas toujours le sang. C'est ceux qui se présentent quand vous en avez le plus besoin. 6 mois après cette fameuse journée, j'ai organisé une grande fête dans ma villa. Pas un gala de charité, pas un événement d'entreprise. Juste une fête. J'ai invité tous ceux qui s'étaient présentés pour moi au fil des ans, Isabelle et son mari, Marc Dubois et sa femme, mes premiers employés qui étaient devenus des amis, les membres de mon groupe de parole. Ma maison, autrefois un symbole de ma solitude, était remplie de rire, de musique et de chaleur humaine. En regardant tous ces visages souriants, des gens qui m'avaient choisi comme je les avais choisis, j'ai compris. J'étais entourée. Ma vraie famille était là, dans mon jardin, sous le ciel étoilé de la Côte d'Azur. Mais il y a une dernière chose, une dernière leçon que ce long voyage m'a apprise, et que je veux partager avec vous. Ce soir-là, tard dans la nuit, après que le dernier invité soit parti, je suis retournée m'asseoir sur le banc de ma grand-mère. La lune se reflétait sur la surface calme de la piscine, et la seule musique était le murmure du vent dans les pins parasols. La bague en rubis à mon doigt captait la faible lumière, brillant d'un éclat chaud et rassurant. C'était comme si une partie de l'esprit bienveillant de Madeleine était là avec moi. Je pouvais presque entendre sa voix me souffler ce qu'elle m'avait écrit des années auparavant. La vraie famille, ma chérie, c'est une question d'amour, pas de sang. Elle avait eu raison depuis le début. Les liens du sang sont un point de départ, pas une destination. La véritable famille est celle que l'on construit, jour après jour, par le respect, le soutien, la confiance et des choix conscients. Elle ne se mesure pas par l'ADN, mais par la profondeur des liens que l'on tisse. Mon incroyable parcours, de l'enfant rejeté à la femme d'affaires accomplie, avait été, en partie, alimenté par un désir sombre de leur prouver qu'ils avaient eu tort. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient perdu. Mais la véritable transformation, la véritable victoire, n'a pas eu lieu quand ils ont vu ma richesse, mais quand j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur regard pour exister. Ma valeur n'avait jamais été en question, seule leur capacité à l'avoir l'était. La famille qui m'avait autrefois définie par mon absence avait perdu tout pouvoir sur mon bonheur. À leur place, j'avais une communauté, une tribu choisie de personnes qui avaient gagné leur place dans ma vie par leurs actions, pas par un accident de naissance. Assise là, dans mon jardin, entourée par la vie que j'avais créée et les gens qui m'avaient aidé à la construire, je me sentais enfin en paix. Les blessures du passé feront toujours partie de mon histoire, mais elles ne dictent plus mon avenir. Alors, pour tous ceux qui écoutent en ce moment, pour tous ceux qui ont ressenti la douleur aiguë du rejet familial, qui se sont demandé ce qui n'allait pas chez eux pour ne pas être aimés par ceux qui auraient dû les aimer le plus, je veux que vous sachiez ceci, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ont été incapables de la voir. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez d'appartenir à un endroit. Vous méritez la paix. Avez-vous déjà dû créer votre propre famille lorsque la vôtre vous a laissé tomber? Qu'est-ce qui vous a aidé à guérir de cette blessure si particulière? Partagez vos histoires et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un qui se sent seul ce soir. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager si elle a résonné en vous. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec moi. Et souvenez-vous, toujours, que parfois, les plus belles familles, les plus fortes, les plus vraies, sont celles que nous choisissons nous-mêmes.